Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 17. Étape numéro 17. Je fais cette vidéo un petit peu en avance. Vous savez que je ne serai pas chez moi ensuite. Donc, je suis obligé de faire cette présentation-là. La présentation également de l'étape 18. Peut-être de l'étape 19 si j'essaie de prendre un petit peu d'avance. Donc, enregistrer en avant les déroulés de certaines étapes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu. Mais surtout, avant de me dire qui vous a plu, me dire surtout vos favoris et votre grosse cote, ça serait beaucoup mieux. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant. Cette vidéo sur la chaîne. Vous pouvez également faire un super thanks si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des étapes et on commence tout de suite avec cette journée numéro 17. Journée assez peu mise en avant, que ce soit par les organisateurs, que ce soit par les coureurs depuis le début de course. On nous dit depuis le départ, il y avait l'étape numéro 15, il y a le Monte Grappa. Voilà, il y a des étapes qui font plus peur que celle-là, alors qu'on a quand même 4141 mètres de dénivelé positif, qui en fait la 4e étape dans ce classement. Donc ça, c'est quand même déjà du solide, du costaud. Pas mal de bosses. Alors, il y aura parfois des phases de transition, hein, mais sur la dernière partie de journée, les phases de transition sont quand même assez courtes, notamment entre les deux passages du Passo Brocone, parce qu'il n'y a pas que les deux passages du Monte Grappa cette année. On a eu l'idée de le faire 2 fois, avec le Monte Brocone, Passo Brocone même. Mais la particularité, c'est qu'on ne passera pas par le même côté du col. Voilà. Il y a une phase nord, face sud du côté de ce col. Donc c'est ce qui change pas mal quand même les deux montées, contrairement à ce qu'on fera du côté du Monte Grappa, où là je crois qu'on passe par le même côté si je me souviens bien. On arrive après 2 jours de montagne, ce qui fait que moi cette étape elle me fait peur, parce que je me dis qu'on a eu 2 jours de montagne, certes on a eu une journée de repos, mais l'accumulation de fatigue, 2 journées à plus de 200 km, avec en plus la veille certainement de la pluie, des conditions fraîches, ça va jouer sur les organismes. On est en 3e semaine, certains coureurs vont peut-être être malades, parce que les virus, hein, quand le corps est un petit peu fatigué, peuvent s'attraper plus facilement, ils peuvent faire aussi plus de dégâts. Et puis, il y aura de la fatigue physique, et peut-être que certains coureurs vont craquer sur cette étape, avec voilà, cette accumulation de fatigue. Et puis, surtout que j'ai envie de dire pour les leaders, c'est maintenant presque ou jamais. Monte Grappa, je ne sais pas s'il se passera grand-chose. En plus, c'est une arrivée en descente. C'est toujours particulier. Le vendredi, c'est pas, enfin, le final est compliqué, mais auparavant, ça ne sera pas très dur. C'est peut-être la dernière grosse étape de montagne où on peut faire des différences. Donc, c'est le moment ou jamais. Pour les mecs qui virent pas bien, qui sont des très bons grimpeurs, de tenter de faire des différences et de revenir du côté du classement général. Alors c'est peut-être la dernière étape dangereuse, j'avais marqué pour Pogacar, ça je l'ai marqué il y a quelques jours, autant vous dire que maintenant, vu les écarts, je pense que Pogacar, il est tranquille sur cette étape-là, il pourra gérer comme il le veut, peut-être qu'il voudra quand même aller jouer la victoire, et puis peut-être que certaines équipes qui rouleront fort lui permettront de jouer la victoire à la fin. Et puis il ne faut quand même pas négliger également qu'on risque d'avoir un petit peu de fatigue sur cette dernière semaine du côté des coureurs, parce que on a eu des étapes plutôt rapides hein, sur ce Giro. Pas mal d'étapes, on est arrivé 10 minutes, un quart d'heure avant l'horaire le plus rapide. Ça a des conséquences hein, physiques sur les coureurs. Forcément, plus ça roule vite, plus il y a de la fatigue, plus il y a eu aussi des jours avec de la tension. Les jours avec de la tension, cette tension nerveuse peut également créer de la fatigue. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc 4000 mètres de dénivelé positif pour cette journée. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. Le parcours de cette étape numéro 17. Nous sommes mercredi et on part de Selva di Val Gardena
pour aller au Passo Brocone. 2 passages par le Passo Brocone, mais pas par le même versant. On verra qu'il y a quand même des grosses différences entre les deux versants. 159 km pardon, à parcourir pour cette journée. Et ça commencera au pied d'une longue difficulté de 9 km à 7,3%. Le Passo Sella qui sera franchi au bout de 9 km. Donc dès le pied, on aura, dès le début de journée, on aura une montée. Puis pas n'importe quelle montée parce que ça sera le sommet de cette journée à 2239 mètres d'altitude. Donc en plus, il y aura encore une fois de l'altitude comme la veille. Peut-être, pour l'instant, c'est toujours pas si on passe par le Umbrail. Parce que j'enregistre, je précise, nous sommes le 21 mai, il est 10h05. Je précise, j'enregistre la veille de cette étape. Le Passo Sella. Vous voyez, donc 9 km 7,3, c'est assez régulier, bon, c'est entre 7 et 8 quoi, hein. Il y a juste un passage à 4,5, le final à 5,8, mais sinon c'est entre 7 et 8, donc voilà, il va falloir quand même, il va falloir s'échauffer un petit peu avant cette étape, hein. Surtout en 3e semaine, un départ au pied d'une bosse, les cuisses vont faire mal. Vraiment, hein, donc ouais, je pense qu'il y aura peut-être des coureurs qui vont s'échauffer, pardon. On redescend. Voilà, vers Morena, vers le sprint intermédiaire à Predazzo. Il est tôt, hein, ce sprint intermédiaire. On a réparti les 3 sprints au fur et à mesure de la journée. À Predazzo, on est au pied du Passoro, les 19,8 km, 4,6% que de première catégorie. Le sommet est à peu près 90 km de l'arrivée pour ce Passoro, 1973 mètres d'altitude. Bon, alors il y a 19 km 8, moi je l'aurais plutôt mis en 2e catégorie. Certes, c'est long, hein, le temps d'effort va être long. J'ai oublié de vous parler même du Passo Sella au niveau du temps d'effort, on va faire les deux d'un coup. Mais vous voyez, il n'y a pas de... C'est pas non plus des gros pourcentages, hein. C'est assez régulier, on est rarement au-delà de 7%. Donc normalement ça devrait bien se passer pour la plupart des coureurs, ça sera compliqué de faire des différences. Le Passo Sella, au niveau des temps de montée, c'est Arnaud Rapillard qui est le coureur qui a fait le meilleur temps en 2018 sur cette montée. En 27 minutes 39, j'ai un temps à 317 watts de moyenne. J'ai un temps pour Fausto Masnada, c'était 27 minutes 59, c'était le 2e temps. J'ai également Andrea Baggioli en 28,45, Mattia Cataneo en 28,47. Baggioli, c'était à 302 watts de moyenne. Et la moyenne en vitesse pour Masnada, c'était 19,4, pour Baggioli, c'était 18,9 de moyenne sur la montée. Le Passo Rolé, donc c'est 47 minutes 39, le record détenu par Eros Capecchi depuis le 1er juin 2019. Eros Capecchi, coureur qui est passé notamment par la Movistar. 25,6 km/h à 321 watts de moyenne. Donc vous voyez, 25,6, ça veut dire qu'on est quand même sur une vitesse moyenne rapide. Deuxième, de nouveau Masnada, 49,19. J'ai un Jan Hirt en 49,20. Voilà, en termes de temps. Donc vous voyez, c'est aux alentours de 50 minutes d'effort. On poursuit avec, après le Passo Rolé, donc de nouveau une belle descente. On passera à Imer, qui sera le pied de la 3e difficulté du jour. La difficulté la moins compliquée de la journée, la plus simple. Le Passo Gobera, 5 km 7 à 5,8% de moyenne. On sera au kilomètre 100, c'est-à-dire à 59 km de l'arrivée. Passo Gobera, régulier là aussi, hein, régulier entre... Il n'y a qu'un passage en dessous de 5%, on est souvent au niveau de 6% hein, de montée. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas des grosses variations de pente. Ça sera juste un apéritif par rapport à ce qui arrivera ensuite. Ça sera une sorte de trou normand avant la suite du repas. Et la suite du repas va pas être simple, notamment avec le canal Sambo qui sera l'Intergiro. Et ensuite, les doubles passages au Passo Brocone. Passo Brocone par Albergo, 13 km 6 à 6,5% de moyenne. Le sommet à 1612 mètres d'altitude. Alors le sommet est un petit peu plus haut que le dernier passage au Brocone parce qu'en fait on va passer... Le premier passage au Brocone, ça continue de monter derrière. Mais pour des questions, je pense, de sécurité, on arrête la montée un peu plus tôt. Voilà. Donc, la montée d'Albergo,
C'est régulier, oui c'est régulier, là aussi. Il n'y a pas de grande variation, contrairement au deuxième passage du Brocon, là il n'y a pas de grande variation en termes de pourcentage. Après il y a quand même, je pense, de quoi faire avec l'accumulation de fatigue qu'on aura eu avant. Pourquoi pas pour tenter quelque chose, surtout si certains coureurs sont en difficulté. Si on voit qu'un Geraint Thomas n'est pas bien, un Ben O'Connor n'est pas bien, un Tiberi n'est pas bien, ça donnera peut-être envie à certains coureurs d'aller attaquer, d'aller les mettre en difficulté, qu'ils se retrouvent seuls et qui perdent énormément de temps sur cette journée. Ensuite, en plus de cette montée du Passo Brocon, ça ne descend pas tout de suite. On a 5 km de plat à peu près après ce Passo Brocon. Donc ça, il faudra le prendre en compte. C'est 5 km, j'ai peut-être un petit peu accentué, mais 3-4 km de plat après cette montée par l'Albergo. Donc il faut remettre du braquet, sauf qu'on est déjà bien amoché physiquement. Et c'est là où parfois vont se faire les écarts. C'est sur cette capacité à remettre de la puissance, à repasser le gros braquet, qui n'est pas toujours évidente pour certains coureurs, à rechanger de rythme. Et parfois, certains vont être en difficulté à ce moment-là parce que tu n'auras pas l'élan de la descente pour remettre du braquet. Donc ça ne va pas être si évident que ça. Et puis on redescendra vers Castello Tessino, le sprint bonif à Pieve Tezzino, au kilomètre 147, et on sera quasiment au pied du deuxième passage du Passo Brocon, 11 km 9, 6,4% de moyenne, donc un petit peu plus court, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu plus de pourcentage, surtout dans le final de cette dernière montée du Passo Brocon. C'est beaucoup plus irrégulier par ce côté-là. Vous allez avoir donc 7-3, 8-2, un plat, une rampe là, 11,5, 2 km là, on sera à 11,2 et 11,5%. Ensuite, on sera encore à 8. Et puis, des derniers kilomètres, par contre, qui seront plus plats. Si on veut faire des écarts, il faut forcément attaquer dans cette zone-là. Ensuite, on ne pourra plus faire d'écart. Il faut forcément essayer de tenter des choses dans cette zone-là. On va voir le Garibaldi, même de ce dernier passage pour le Passo Brocon. Particularité aussi, vous voyez que les premiers kilomètres sont très rectilignes. La première épingle arrive au bout de 4-5 km de montée, donc assez tardivement. Et ensuite, pendant 4,5 km, on est à 9,6%. Donc là, c'est très dur, cette zone-là. Vous voyez notamment le passage, le maximum à 13%, le passage à 19, 14. Ça, c'est les moyennes sur 500 mètres, et pas sur le kilomètre. Et puis ensuite, on aura encore une rampe au niveau du dernier kilomètre, où on sera à 9,1%. Et puis ensuite, ça devient un peu plus plat, notamment sur la ligne droite finale qui est assez courte, à peine 500 mètres, il y aura quelques courbes en plus dans ces 500 derniers mètres. Il n'y aura pas l'épingle par contre, contrairement à ce qu'on avait vu sur le Giro il y a quelques années où on avait dû arriver par ce côté-là et prendre l'épingle pour passer l'arrivée. Là ça sera différent, ou c'était cette épingle-là, je ne sais plus, qui avait été choisie, mais là ça sera différent. Voilà pour cette montée du Passo. C'était le Passo Brocon même l'épingle, j'ai un doute. Non, parce que le Passo Brocon, on y est passé, mais il y a quelques années. C'était pas le Passo Brocon, je crois, pour l'année où il y a eu le problème d'épingle, dont on parlera dans la partie histoire. La météo, je raconte une bêtise. Du côté de la météo, donc vous voyez la carte. Un vent qui sera très léger sur cette étape, on sera au maximum à 20 km/h. Au départ, à certains moments de sud-ouest, et sur la fin de journée plutôt sud-est. Donc plutôt de face sur la fin, il semblerait. Par contre, plutôt de sud-est, plutôt de dos, parce qu'on montrera comme ça. Je suis débile. C'est sur le premier passage, où sera plutôt de face. Et surtout du côté du Passo Brocon, particularité sur cette étape, c'est le temps qui va encore être très difficile. On aura encore de la pluie, ça va nous rappeler le Giro de l'année dernière, 2 jours de pluie d'affilée, avec des conditions très fraîches, 15 degrés en plaine, moins de 10 degrés sur les sommets, entre 8 et 10 selon les montées. Et c'est même pas au Passo Sella où il fera le plus froid. C'est au Passo Roulé, en milieu d'étape. Là, on devrait à peine dépasser les 8 degrés, donc ça va être compliqué à gérer pour les coureurs. Encore une journée difficile en termes des conditions climatiques, comme la veille. Donc ça, il va falloir le gérer. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. J'ai oublié dans la partie parcours de vous donner le temps du Passo Brocon. C'est à peu près 36 minutes 20 à 37 minutes, voilà, pour le Passo Brocon. Donc c'est à prendre en compte également au niveau temps d'effort. C'est pas une montée si courte que ça. On est sur des tempos normalement qui sont maîtrisés par la plupart des grimpeurs.
Mais voilà, il faudra faire quand même attention. J'avais pas de passage avec des coureurs professionnels, donc c'est pour ça que je vous donne ces informations-là. On regarde tout de suite la portion histoire. Alors, cette étape, on part de Selva. Selva, on a eu plusieurs arrivées du Giro dans cette commune italienne. Alors la dernière, c'est José Luis Rubiera qui s'était imposé en 2000. On a eu Guerini notamment. Oui, pas mal d'étapes dans les années 80, 90. Voilà, 6 arrivées entre 83 et 2000. Le dernier départ, enfin le dernier passage qui était un départ, c'était en 2000, l'étape 14. Étape 14 qui avait été remportée par Simoni face à Mazzoleni et Francesco Casagrande qui avait pris la 3e place de cette étape. Ça s'était joué dans un sprint en petit comité. C'était une étape qui arrivait à Bormio, là aussi commune qui a été très souvent utilisée par le Tour d'Italie. Parmi les montées, le Passo Sella, la dernière fois qu'il a été emprunté, c'était en 2014 lors du Giro. Lors de l'étape 14 du Giro 2016, pardon, je vais y arriver. C'était une étape qui arrivait à Alta Badia avec un final où on était vraiment en altitude. Hein. Ça avait été remporté par Chavez, mais il y avait quasiment 100 km au-delà de 1500 mètres d'altitude. Donc c'était vraiment très compliqué pour les coureurs avec 4 sommets au-delà de 2200 mètres d'altitude. Donc c'était vraiment très compliqué au niveau oxygène pour les coureurs. Chavez qui s'était imposé devant Kruijswijk et Gerhard Preigler. Preigler qui depuis a été pris pour dopage à Tapuma et Nibali. Il a repris même. Non, il peut reprendre, mais il n'a pas retrouvé d'équipe, hein, Preigler. Puisqu'il aurait pu reprendre. Coureur qui a fini sa carrière chez Groupama, qui avait été viré au mois de mars, dès qu'on avait su qu'il était pris pour dopage dans l'affaire Aderlas. Du côté de Georg Preigler. Parmi le Passo Rolle, eh bien le Passo Rolle, il a été emprunté une victoire, une arrivée d'étape, c'était en 62 avec Vincenzo Mecco, emprunté en 2019 lors de l'étape numéro 20, où on arrivait, c'est là où j'ai confondu, à Monte Avena où il y avait une épingle. C'était une journée qui n'était pas évidente avec 5700 mètres de dénivelé positif la veille de l'arrivée et le lendemain il y avait un contre-la-montre et il y avait eu pas mal d'attaques, notamment une balle échappée où il y avait Valentin Madouas qui avait réussi à s'échapper en solitaire, qui avait été repris dans le final. Landa était sorti avec Nibali qui avait également attaqué, avec Carapaz et surtout Roglic avait perdu du temps. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fameuse chute de Miguel André Lopez. Un spectateur avait fait tomber Miguel André Lopez. Miguel André Lopez l'avait frappé et il avait perdu énormément de temps à ce moment-là. Lui qui était maillot blanc. Il avait réussi à conserver son maillot blanc par rapport à Sivakov, mais ça avait été une étape très compliquée pour lui. Il avait perdu des positions. Non, il n'avait pas perdu de position, pardon, mais il avait perdu beaucoup de temps par rapport à ses adversaires avec cette chute. Il était complètement sorti de sa course à ce moment-là. Il avait frappé même violemment ce spectateur. Et c'était une étape qui avait été remportée par Bilbao. Et pourquoi je vous parlais de la dernière épingle? Parce que Landa avait très mal franchi la dernière épingle, ce qui avait permis à Bilbao de s'imposer. Ciccone avait fini 3e devant Richard Carapaz, qui avait pourtant lancé le sprint pour Mikel Landa, vu qu'à ce moment-là Carapaz avait bien compris que le maillot rose c'était pour lui, même s'il avait que 2 minutes d'avance sur Nibali. Il savait qu'il n'allait pas les perdre de 2 minutes sur Vincenzo Nibali, qui pourra regretter quand même ce Giro là, parce que je pense qu'il était plus fort que Carapaz, mais il s'était trop concentré sur Roglic à ce moment là, et Landa prendra la 3e place à Roglic, mais Roglic récupérera la 3e place le lendemain lors du contre-la-montre à Vérone. On arrivait, c'était magnifique même ce contre-la-montre à Vérone, on arrivait dans des arènes, c'était somptueux. On continue. Du côté de l'histoire, on passe également par le Passo, le Passo Gobera et par le Passo Brocone, utilisé en 2022 lors de la première étape
du Tour des Alpes, étape qui avait été remportée par un coureur qui n'a pas encore repris cette saison. C'est Geoffrey Bouchard qui avait réussi à sortir en solo 25 km en solitaire. Il avait battu un peloton, il y avait Bilbao, Bardet, voilà, il y avait du bon monde et c'était la première victoire chez les pros et la seule jusqu'à maintenant chez les pros de Geoffrey Bouchard qui n'a pas repris pour le moment. On ne sait pas encore quel sera son calendrier. Ça fait partie, voilà, comme Victor l'a fait, des coureurs qui n'ont pas encore repris cette saison. Blessés, malades. Voilà, problème physique pour Geoffrey Bouchard. C'est dommage, un coureur qui a 32 ans, qui avait commencé chez les professionnels très tardivement, seulement 27 ans. Voilà, il est arrivé chez les professionnels. Et puis sur le Tour d'Italie, on a une autre étape qui était passée par le Passo Brocone. C'était l'étape 18, en 1956, étape qui avait été remportée par Charlie Gaulle, qui avait gagné 7 minutes 44 sur Alessandro Fantini, coureur italien. Donc il avait vraiment réussi à faire une démonstration ce jour-là. On passe au cycliste du jour. Eh bien, Passo Brocone dit Matteo Trentin. Et oui, qui n'est pas né très loin. Il est né à Borgo Valsugana. Matteo Trentin, coureur professionnel depuis 2011, où il est arrivé stagiaire à la Quick Step. Alors, une particularité, Trentin, peut-être que certains ne le savent pas, c'est qu'il a été suspendu pour dopage, mais avant sa carrière chez les professionnels. Il avait été suspendu 2 mois pour un contrôle positif au salbutamol en 2006 à 17 ans. Il avait été suspendu mais en hiver. Donc c'était l'Italie des années 2000. Les suspensions étaient aussi très courtes à ce moment-là. La fédération italienne avait tendance à faire des suspensions qui étaient inférieures à ce qui était préconisé par l'Agence mondiale antidopage. Bon, ce coureur qui participe au Giro, notamment 6e du côté de Fano, où il était dans l'échappée, il était également dans l'échappée à Rapolano Terni. Il fait également du travail pour Alberto Dainese. Il avait fait un gros travail, notamment également pour Arvin de Klein sur l'étape de Montargis, on se souvient, lors de Paris-Nice. 3e également de la Classica des Almeria cette saison, 9e du Het Nieuwsblad et 10e de Gand également cette saison. Coureur, puncher, sprinter, enfin ça a toujours été un coureur atypique parce que il était rapide au sprint, dans les sprints en boss, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Bon grimpeur, largement au-dessus de la moyenne au niveau montagne. Il avait également des grandes capacités pour les classiques, donc voilà, c'est un coureur très, très surprenant, je trouve, Trentin. Vainqueur de 3 étapes sur le Tour de France. Moi je me souviens notamment de son étape en 2019, parce qu'il y a une étape où c'est Simon Yates, il finit derrière Simon Yates, il s'était imposé à Gap. Toujours spectaculaire, les arrivées à Gap, vainqueur en 2014-2013, vainqueur de 4 étapes sur la Vuelta 2017, il avait été phénoménal sur cette Vuelta. Dominateur, en 2017, il avait gagné également Paris-Tour pour la 2e fois. Il a 2 Paris-Tour à son palmarès, mais le Paris-Tour version classique, sans les chemins de vigne. Champion d'Europe également en 2018. Alors 2e des championnats du monde en 2019 derrière Pedersen. Je pense que ça sera le gros raté de sa carrière parce qu'il sera complètement du côté du sprint. Le Sama en 2022. Giro del Veneto également en 2022. Tour de Suisse, une étape en 2014. 2 fois le Trofeo Matteotti. Une Primus classique également à son palmarès. 29 victoires, ce qui n'est pas si énorme que ça chez les professionnels, mais il a gagné des belles courses. Et puis une victoire également sur le Giro, mais il n'en a qu'une seule sur le Tour d'Italie. Donc il a gagné sur les 3 grands tours, mais c'est vrai que le Giro, il a toujours eu un petit peu plus de mal sur cette épreuve. Peut-être aussi parce qu'il a fait plus de Tours de France que de Giro, ce qui est étonnant pour un coureur italien. 7 Tours de France, 3 Vuelta, 3 Giro. Normalement, c'est vrai que les coureurs italiens aiment bien courir sur le Giro, donc c'est plutôt rare. Passé par Quick Step, Mitchelton Scott, CCC lors de la dernière saison de cette équipe, et puis UAE, et cette année il a rejoint la Tudor pour 3 ans de contrat, voilà, du côté de Matteo Trentin. On passe à la stratégie. Je pense qu'on aura encore une belle échappée, mais moi je vois bien la victoire d'un leader. Je vois bien la victoire d'un leader parce que pour les purs grimpeurs, c'est le dernier moment où tu peux reprendre du temps. Pour moi, le Monte Grappa, je ne sais pas s'il y aura des grandes différences. En plus, c'est une arrivée en descente. C'est toujours particulier les arrivées en descente. Il y a des coureurs qui n'aiment pas ça. Donc je me dis,
Là, c'est le moment. C'est le moment si tu veux faire craquer des coureurs. Tu as eu la veille une journée peut-être compliquée, donc c'est le moment pour faire craquer du monde. C'est le moment vraiment pour faire exploser des coureurs. Les coureurs qui sont un peu pas bien, là faut y aller, faut mettre le coup de poignard, vraiment faut mettre le coup d'accélérateur sur cette étape. Donc, je pense qu'on aura la victoire d'un leader, parce que je pense qu'on aura de la bagarre. On aura de la bagarre, surtout contre le passage plat après le premier passage au Passo Brocone, ça peut créer des écarts qui ne soient pas récupérables dans cette descente de ce col. Donc c'est maintenant où il faut faire bouger le général, je pense. C'est sûr, cette étape-là, si tu veux remonter, et je pense que certains coureurs le savent. Du côté de mes favoris, j'ai mis Pogacar, parce que je me dis que si c'est la bagarre entre les leaders et qu'il a la possibilité d'aller chercher une victoire d'étape, il se gênera pas d'aller chercher la victoire d'étape. Daniel Felipe Martinez. Moi, je le trouve pas mal, Daniel Felipe Martinez, depuis le début de la course. Donc je me dis, pourquoi pas. Pozzo Vivo, en cas de victoire de l'échappée. Je prends quand même la possibilité, parce qu'il est en forme, Pozzo Vivo, il fait du bon job. Donc là, il a en plus un écart maintenant avec les mecs du général. Donc il a un écart avec Tiberi, donc Bahreïn ne roulera pas tout de suite derrière lui. Et puis en grosse cote, j'ai mis Nick Schulz, ouais, le coureur de Israël. Israël qui a été peu visible hein, quand même sur ce Tour d'Italie, décimé quasiment d'entrée. Voir ce que ça va donner pour Nick Schulz, qu'on a très peu vu hein, sur ce Tour d'Italie. Je m'attendais un peu mieux de Nick Schulz, qu'on avait vu vainqueur d'une étape sur le Tour de Catalogne. Du côté du programme télé, Eurosport 1, donc ça sera aux alentours de midi pour la prise d'antenne pour la voie de la pédale, départ fictif 12h25. Predazzo, le sprint intermédiaire à 113 km de l'arrivée entre 13h40 et 13h50, pardon. Le Passo Rolais à 91 km de l'arrivée entre 14h21 et 14h38. Passo Gobera à 58 km de l'arrivée entre 15h07 et 15h29. Le premier passage au Brocone à 31,8 km de l'arrivée entre 15h58 et 16h29 pour une arrivée prévue entre 16h53 et 17h31. Et donc nous on essaiera de se retrouver juste après pour TikTok et un short. Mais voilà, il se pourrait que la vidéo YouTube soit déjà plus courte que d'habitude. Parce que comme voilà, j'aurai un changement de domicile, un changement d'endroit, de lieu de vie pendant quelques jours, il se peut que voilà, je puisse pas regarder correctement cette étape. Donc voilà, je m'excuse d'avance s'il n'y a pas de vidéo ce soir, mais je suis pas sûr qu'il y aura une vidéo voilà, pour débriefer cette étape ce soir. Mais s'il n'y a pas de vidéo, je vous dirai tout ça dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 18. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.